Merci beaucoup, Robert Ness. Vous savez, quand j'entends parler de moi, j'ai toujours l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais je n'ai pas toujours le sentiment de tous les parcours suivis. Alors, je suis très heureux de me retrouver ce soir auprès de vous, une nouvelle fois à Liège, puisque c'est une ville où je suis déjà venu pour parler au musée de la vie wallonne. Et je remercie Madame Nadia Delay de m'avoir convié à ces grandes conférences liégeoises. Pourquoi un philosophe va-t-il s'occuper de l'esprit d'enfance? Robert Ness vous l'a rappelé, c'est pas tellement fréquent. Alors que nous avons tous été des enfants, nous avons tous, je crois, à construire ce que j'appelle l'esprit d'enfance, et vous allez voir à mesure pourquoi, mais cependant, ça n'est pas habituel. Et ce qui m'intéresse, je crois, dans la philosophie, dans l'ensemble de mon parcours, finalement, c'est le dedans et le dehors. Je me suis occupé des philosophies indiennes parce qu'elles étaient le dehors de notre pensée occidentale européenne. Je me suis occupé des barbares dans ma vie, avec l'idée, la représentation évidemment que nous en avons depuis les Grecs, avec l'idée que les barbares c'est toujours les autres, c'est le dehors. Et être journaliste et philosophe, c'est aussi passer du dedans au dehors, du dedans de l'université au dehors des expressions publiques. Et je crois que autour de la question de l'enfance, ce rapport du dedans au dehors se rejoue autrement. Et c'est d'une façon particulière parce que, on le verra mieux tout à l'heure, mais l'enfance, c'est aussi du dehors au dedans de nous, adultes. Si on estime, comme je le crois, que l'enfance n'est pas passée, elle n'est pas simplement une période révolue, ce que j'appelle l'esprit d'enfance, c'est évidemment quelque chose qui perdure, que nous allons ensemble essayer de définir, de construire, d'élaborer à travers un certain nombre de caractéristiques en nous demandant pourquoi finalement faire cela, à quoi ça sert. Parce que si c'est juste pour un jeu intellectuel ou si c'est juste pour le plaisir de jongler avec des idées, ça peut être amusant, ça ne change rien dans nos vies. Or, je crois que l'esprit d'enfance peut y changer quelque chose. Un moment de philosophie, pour moi, ça n'est pas un moment d'ennui. Très souvent, on imagine que les philosophes doivent être, disons, chiants, pour parler français, pour avoir l'air sérieux. Et alors, ils inventent, et certains le font complaisamment, des mots très compliqués pour dire des choses très simples. Vous vous souvenez de Coluche, qui disait « J'ai un copain, chez lui, il y a des livres, tu comprends même pas le titre. » Je crains que ce copain n'ait été philosophe. Moi, j'ai toujours pensé que la philosophie, c'était plutôt quelque chose de surprenant, d'excitant, d'amusant au sens noble du terme. Et je voudrais vous dire, pour les raisons pour lesquelles nous allons parler de l'esprit d'enfance en tant que philosophe et pourquoi je m'y suis intéressé, poser quelques règles, pas des règles du jeu si vous voulez, mais très simplement vous dire que quand je dis que ce n'est pas ennuyeux, il me semble que l'attitude première de la philosophie, ce n'est pas l'ennui, au contraire, c'est l'étonnement. C'est Platon, le dit déjà, il dit Thomas, en grec, s'étonner, ça se dit Thomazein, et tous nos Thomas sont des étonnés finalement. L'étonnement, dit Platon, c'est le père de la philosophie. Aristote dit la même chose, la philosophie n'a pas d'autre origine que l'étonnement. Et qu'est-ce que c'est que l'étonnement? Eh bien, c'est être finalement déjà, premièrement, surpris par le monde, par nos habitudes, par l'existence des choses, par nos conventions, se demander pourquoi les choses sont ainsi. Et ça suppose toujours un décalage, une sorte de pas de côté, un petit porte-à-faux, un petit dérèglement, quelque chose qui nous fait sortir justement des routines, des habitudes, des mécaniques, pour se dire mais comment ça marche cette affaire-là? Et puis, dans les sujets les plus graves, je crois qu'on n'est pas obligé ni de s'ennuyer, ni d'avoir un ton grave.
et qu'un peu d'humour n'a jamais empêché qui que ce soit de réfléchir. Enfin, bien sûr, les questions sont compliquées, pas seulement celles de l'esprit d'enfance, les questions de la vie, de l'existence, du monde actuel. Il y a 1000 complications. Il ne s'agit pas de les nier, il ne s'agit pas de s'en débarrasser, mais je crois que l'on peut les aborder sans un vocabulaire incompréhensible. C'est Bergson qui disait, ça doit être dans les années 20, une discussion de la Société française de philosophie, je vous cite ça de mémoire, mais il y a cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit, Bergson, ce grand philosophe français, « Il n'y a aucune question philosophique, aussi compliquée soit-elle, qui ne puisse, et il ajoute, et ne doive, s'exprimer dans les mots de tout le monde. » Dernière raison de ne pas s'ennuyer, c'est que je ne considère pas, pour ma part, mon travail de philosophe comme le fait de délivrer un quelconque message. Je ne suis pas détenteur d'une vérité, ni sur l'esprit d'enfance, ni sur quoi que ce soit d'autre, que je chercherais à vous imposer ou dont je souhaiterais vous convaincre. Il me semble que le rôle du philosophe, c'est bien plutôt, et c'est ça qui m'intéresse, d'être un déclic, un déclencheur. Et si je souhaite quelque chose, c'est que peut-être vous sortiez tout à l'heure de cette salle en vous disant « Tiens, ça, j'y avais pas pensé, j'avais pas vu comme ça. » Et je vais continuer, pour ma part, sur mon chemin, avec mes propres idées, dans cette direction. C'est ça qui m'intéresse. L'impulsion qui permet ensuite à chacun de suivre son propre chemin. Nous n'avons pas tous la même manière de penser, nous n'avons pas les mêmes références, nous n'avons pas les mêmes instructions, nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt, et cependant, nous pouvons, je crois, à partir de nos singularités, suivre des questions communes. Enfin, et vous verrez à mesure que tout ça recoupe la question de l'esprit d'enfance, je suis convaincu que la pensée commence par des émotions, qu'elle commence par de l'affectivité. Les philosophes, c'est des machines rationnelles, ce sont des gens du concept, ce sont ceux qui ont le plus porté à son extrémité la logique, bien sûr. Mais cependant, je crois que c'est toujours des expériences vécues, émotives, affectives, qui enclenchent la pensée. Alors, parler ce soir de l'esprit d'enfance, ça va donc supposer de ne pas tenir un discours uniquement intellectuel. Qu'est-ce que c'est l'esprit d'enfance? Comment ça se définit? Et à quoi ça peut nous servir? Première remarque toute simple, extrêmement simple, parler d'esprit d'enfance, ça n'est pas parler simplement de l'enfance. L'enfance, c'est une période de la vie. Elle est révolue. Je ne vois pas d'enfants dans cette salle. Il y a longtemps que je n'en suis plus un. C'est Pierre Desproges, vous savez, disait me dire ça à moi, un ancien bébé. Bon, eh bien, il y a longtemps que je ne suis plus un enfant. Et cependant, je crois que l'esprit, quelque chose dur, qu'on va construire ensemble. Mais avant, il y a toutes ces images de l'enfance. L'enfance, on croit tous savoir ce que c'est, même si sans doute c'est moins simple, mais c'est lié à l'idée d'une période dont les frontières sont plus ou moins longues, plus ou moins grandes, puisqu'on peut, le moment où on sort de l'enfance, c'est discutable, mais ce n'est pas mon objet. En tout cas, on pense que c'est simple. Quand on dit un jeu d'enfant, faire ça, c'est un jeu d'enfant, ça veut dire c'est simplissime. C'est l'enfance de l'art, ça veut dire qu'il n'y a rien de technique et qu'on est dans le plus simple. Des enfantillages, c'est des trucs sans intérêt. Il y a toute cette dimension de dévalorisation, évidemment, par le simple. Vous savez comment en anglais, il y a la même chose, on dit « no kidding ». No kidding, ça veut dire grosso modo, sans déconner, je ne raconte pas d'histoire, je ne fais pas de plaisanterie, je suis sérieux. Et puis, sortir de l'enfance est apparu très souvent, très longtemps, et légitimement peut-être, comme l'accession à un caractère adulte et raisonnable, qui vaut la peine, alors que l'enfance, c'est cette période de
latence, en quelque sorte, et de préparation. À moins que quand on est très vieux, on ne finisse par retomber en enfance. Alors vous voyez, on en sort, il y a des moments sérieux, il y a une courbe, et puis on y retombe, et finalement, c'est moins intéressant que la vie adulte. Je crois que l'esprit d'enfance, c'est tout autre chose que ça. Ça nous accompagne toute notre existence, c'est une dimension permanente à laquelle il me semble qu'on pourrait donner même presque une dimension de type métaphysique. Je considère que c'est, et je vais l'expliquer à mesure, c'est l'autre face de notre vie adulte. L'autre face aujourd'hui, là, maintenant, au présent, c'est une autre face de notre langage, c'est une autre face de notre rapport au sérieux, c'est une autre face de notre rapport au temps, à la mémoire, au souvenir. Et ça n'est pas quelque chose de donné. Voilà, ce verso de notre existence qui est là en permanence, je crois qu'il faut effectivement le construire. Il faut le construire, mais avec une approximation. Bien sûr, quand je parle de construire l'esprit d'enfance, ça n'est pas comme on construit un cercle en géométrie. Ça n'est pas avec une délimitation exacte, précise et objective, avec des marges, évidemment, d'erreur. Parce que aussi, alors, nous n'avons pas chacun la même enfance. Il y en a pour qui c'est l'horreur, d'autres pour qui, au contraire, c'est le refuge de la mémoire et du paradis. Pour beaucoup, c'est mitigé, il y a à prendre et à laisser, mais il ne s'agit pas, là, de se reporter simplement à son enfance pour s'y réfugier ou pour la fuir. Il s'agit d'emprunter à ce que nous avons tous vécu différemment, de quoi extraire des éléments qui peuvent nous servir tout au long de notre existence d'adulte de manière quotidienne. Et quand je dis extraire, c'est qu'il me semble que l'esprit, vous savez, il y a ce sens dans l'esprit de vin, par exemple, c'est aussi quelque chose que l'on extrait, un esprit. C'est un distillat, il faut aller le chercher, il faut le prendre, un peu pressurer des choses pour en extraire quelque chose. Donc, à partir de chacun, des souvenirs de chacun, à partir de l'examen de ces souvenirs et de réflexion sur ce qu'ils peuvent nous apprendre et sur l'usage que l'on peut faire des axes ou des principes de cet esprit d'enfance, voilà le déclenchement, le déclic que j'aimerais, pour que chacun ensuite construise son propre esprit d'enfance, que j'aimerais explorer avec vous. Avec l'idée, bien sûr, il y aura sûrement des résultats dans vos trajectoires ou dans vos propres réflexions très différents des miens. Mais il y a des axes communs. Ce n'est pas parce que nous avons des vocabulaires différents que nous ne parlons pas une langue dont les règles de grammaire sont évidemment identiques pour tous. Et ce n'est pas parce que nous avons des sentiments qui sont différents qu'on ne peut pas extraire des lois globales, des processus affectifs. Et du coup, il me semble que quand on interroge ainsi l'esprit d'enfance, on va s'apercevoir à mesure qu'il déplace pas mal de choses. Il déplace ce qu'on appelle la raison, il déplace ce qu'on appelle le je, le sujet, le moi, peut-être la question de l'âge, de l'innocence aussi, se trouve déplacée. Alors, voilà, je vous propose que nous pratiquions ensemble cet exercice de réflexion autour de l'esprit d'enfance, un peu comme on essaye de s'exercer à une langue, à un sport, à une discipline. Et ça commence, l'esprit d'enfance, je crois, avec un rapport particulier aux objets. Alors, je vais lire quelques textes du livre. Je vais vous parler, évidemment, essentiellement, comme je viens de le faire là, mais je crois aussi que j'ai écrit un livre qui est un peu comme une forme de puzzle, si vous voulez. Il y a des souvenirs d'enfance, il y a des exercices à faire, il y a des commentaires philosophiques. Alors les commentaires philosophiques, je vais plutôt les parler, mais lorsque nous avons un texte, moi je ne sais pas raconter un texte sans simplement le lire. Alors celui qui ouvre le livre, c'est un petit texte sur un objet que j'ai sur mon bureau, un sulfure, c'est-à-dire un petit presse-papier. Il y a
sur mon bureau un presse-papier en cristal, sphérique, ou presque. Cet objet m'est depuis toujours familier. Je ne connais rien parmi les choses usuelles qui soient pour moi si archaïques, premiers, enracinés dans les tréfonds de la mémoire. À l'intérieur du verre, une fleur à 6 pétales. Je ne saurais dire au juste si elle est bleu électrique, bleu marine, bleu roi. C'est une pensée, en tout cas. Cette fleur qu'on appelle pensée. J'ai appris récemment que pareille fleur figurait souvent dans ce genre d'objet pour dire « je pense à toi ». Qui pensait à qui? Je l'ignore. Ce sulfure appartenait à ma mère, mais je ne sais pas d'où elle l'avait reçu, qui le lui avait offert. Je me souviens seulement qu'elle y tenait, que c'était pour elle une chose importante, précieuse. Enfant, je trouvais cet objet lourd. Ces centaines de grammes me semblaient peser des tonnes. J'ai joué des heures et des heures, des années, à faire tourner cette boule de cristal sur un plateau de métal. Elle en a conservé des stries, une sorte de patine. Le cristal sur le dessus est devenu terne. Une kyrielle de rayures, d'éclats minuscules, de brisures de surface s'y sont enchevêtrées. On ne voit plus distinctement la fleur, la pensée bleue. On la discerne mieux sur le côté, mais cet angle déforme les couleurs et les contours. Ce sulfure m'a accompagné comme un rosebud, jamais perdu ni brisé. Cette chose est exactement comme l'enfance, muette et cependant parlante, à sa manière, érodée en apparence, mais inaltérable, avec une pensée dedans, venue on ne sait d'où ni de qui, traversant le temps et malgré tout hors du temps. Un jeu ancien, sans parole, qui fait parler. Alors vous voyez, pour parler de l'enfance, il me semble, et de l'esprit d'enfance, qu'il faut d'abord partir des objets. Alors, l'exemple que j'ai pris, il est un peu rare. Je crois qu'il n'est pas courant d'avoir sur sa table de travail un objet qu'on a connu quand on était tout enfant et qui n'est pas perdu, qui n'est pas cassé, qui est encore là. Mais il y a quelque chose de tout à fait étonnant, je crois, qui correspond à cette idée d'un intérieur au-dedans, à cette idée que nous avons en nous, aujourd'hui, là, maintenant, pour chacun de vous, des choses à l'intérieur de soi que nous ne savons pas. Alors, je ne parle pas seulement de cette, effectivement, extraordinaire amnésie qui est celle de notre enfance. Tout le monde le sait. Vous n'avez pas de souvenir au-delà, en deçà, si vous voulez, probablement de 3 ans, de 5 ans. Et même ça, c'est très lacunaire. On se souvient d'un pan de mur, d'un jardin, d'une scène, d'une odeur, d'un lieu, et on n'a pas du tout, en quelque sorte, la continuité du film. On a plutôt des plans séquences, si vous voulez. On a des photos, on a des images, mais on se raconte éventuellement des histoires autour. Et pourtant, il y a bien sûr les travaux de remémoration qu'on peut faire, ce qu'on appelle savamment l'anamnèse, le retour de la mémoire. Ça marche partiellement, mais surtout, il y a ces moments extraordinaires, je crois, qui n'ont dû vous arriver à chacun d'entre vous, où tout d'un coup, quelque chose vous saute au visage parce que vous rencontrez un objet perdu. Vous retrouvez, je ne sais pas, un vieux jouet dans un grenier, un cahier d'autrefois, un dessin, n'importe quel objet, où vous vous retrouvez dans un lieu que vous aviez complètement oublié. Je raconte dans le livre, je suppose qu'il y a ici, comme partout, des vides-greniers.
je me suis retrouvé un jour dans la campagne, je devais avoir 1 heure à perdre, comme ça, dans une sorte de brocante dans les champs. Bon, et puis il y avait, comme dans ces cas-là, des tas d'objets sans grand intérêt. Tout le monde vient avec son petit truc. Et je suis tombé, mais quand je dis tomber, presque vraiment à genoux, devant un vieux poêle qui n'avait évidemment rien d'esthétique ni de particulier, mais c'était le poêle de mes 3 ans ou 4 ans, le même que celui qu'il y avait dans l'appartement de mes parents, une espèce de vieux petit poêle à bois, bleu ciel, avec des trucs guillochés, des petites fenêtres en mica, c'est un truc qui n'existe plus du tout, ça. Vous savez, c'était avant qu'il y ait du verre translucide, et alors il y avait des sortes de feuilles de mica, c'est-à-dire de pierre, qui est un peu comme qui ressemble un peu à du papier parcheminé, mais sauf que ça ne brûle pas. Et je ne vais pas vous raconter les poils de mon enfance, ça n'a aucun intérêt. Si je raconte cela, c'est parce que je me souvenais de l'appartement. J'aurais pu reconstituer à peu près l'escalier, le plan, le truc. Je ne me souvenais absolument pas, et je n'aurais jamais, je crois, en cherchant, retrouvé ce poêle, et je l'ai vu, là, mais comme un ami, vous voyez, comme quelque chose qui vous saute dessus, que j'ai reconnu en un dixième de seconde, dont j'ai vu qu'il m'était familier. Enfin, je l'ai reconnu comme on reconnaît quelqu'un, vous voyez. Enfin, je pense que ça vous est arrivé à tous, comme ça, de tomber sur, alors à votre choix ou selon votre biographie, une vieille peluche, un crayon, une image, un objet quelconque. Il y a là quelque chose, je crois, qui est très surprenant quand on y réfléchit un peu. Nous ne savons pas que c'est dans notre tête. Nous ne le retrouvons pas, même si nous cherchons. Et tout d'un coup, parce qu'on le rencontre, ça nous revient comme une évidence absolue, totale, forte, puissante, bouleversante d'une certaine manière. C'est quelque chose, justement, qui m'intéresse parce que, alors mon hypothèse, c'est probablement que ces choses-là, qui nous saisissent tellement fort, alors que nous les avons tout à fait oubliées, sont probablement des choses que nous avons vues, contemplées, avant de pouvoir les nommer, avant de disposer du langage. Et finalement, l'esprit d'enfance, ça commence avant les mots. Ça commence avant que nous puissions parler. Et c'est justement ça qu'il va falloir progressivement construire. Alors les philosophes, ils ne nous aident pas tellement. Ils ne nous aident pas tellement dans ce domaine-là parce que pour construire l'esprit d'enfance, il va falloir justement essayer de traverser toutes ces images que vous connaissez, mais qui sont souvent finalement contradictoires, extrêmes. On a fait de l'enfance une sorte de malheur. De malheur, je veux dire, c'est Descartes qui dit ça. Descartes, il dit c'est un grand malheur que d'avoir été enfant avant que d'être homme. Pourquoi? Pas parce qu'il aurait eu une enfance malheureuse, pas parce que les enfants en général sont malheureux. C'est un grand malheur à ses yeux parce que on est soumis à des choses que l'on vous fait apprendre, que l'on vous inculque, que l'on vous fait croire, avant que vous n'ayez, ça c'est le fait d'être homme, l'usage de votre raison. Vous n'avez pas d'esprit critique, et du coup s'accumule en vous toute une série d'idées, de choses à faire, de préjugés que vous n'avez pas choisis, mais surtout que vous ne pouvez pas critiquer. Voilà, le grand malheur pour Descartes, c'est que les enfants, dans notre langage à nous, on dirait on leur bourre le mou, voilà, on leur raconte des choses, ils y croient forcément, puisque les grands le disent, et il faudrait être adulte seulement pour pouvoir sortir de ça et critiquer. Et puis, le tournant, parce qu'il y a effectivement deux extrêmes
dans l'histoire de la philosophie à propos de l'enfance, soit la dévalorisation, type Descartes, soit la valorisation extrême, c'est Rousseau. Le grand tournant autour duquel pivotent nos représentations modernes, en tout cas de l'enfance, c'est Rousseau, c'est son traité L'Émile ou de l'éducation, où au contraire, l'enfance est le lieu où nous pourrions, parce qu'elle est plus proche de la nature, parce qu'elle a en nous une sorte de voix raisonnable, authentique, nous serions plus près, en quelque sorte, de la vérité, en étant enfant qu'en étant adulte. Et vous voyez, les philosophes, ils sont finalement ce contraste, ou bien il faut quitter l'enfance pour devenir philosophe, ou bien il faut y rester ou y retourner pour l'être vraiment. Et ça ne me paraît pas follement intéressant, d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants dans l'histoire de la philosophie. Si on voulait les dénombrer, ce serait assez court, ce n'est pas mon sujet, mais en tout cas, il faut sortir de cette polarité bien, pas bien, enfance à fuir, enfance à retrouver. Et je crois qu'il faut repartir, comme je commençais à le faire, et j'y reviens, de l'absence de mots, de quelque chose qui est un mutisme. Le terme même de enfant, ça vient du latin infans, et ça signifie qui ne parle pas. Vous voyez, les Grecs n'ont pas utilisé ça du tout. Les Grecs qui parlent constamment du logos, de la raison, ça veut dire à la fois la raison et la parole, le terme logos, ils n'utilisent pas le fait que les enfants ne parlent pas pour les dénommer. C'est les Latins qui ont inventé cette histoire-là. Ne pas parler, c'est le nom de l'enfant, en quelque sorte. Alors, évidemment, il y a des enfants qui apprennent, comme tous, très vite à parler. Ils restent enfants tout en ayant le langage, mais le terme même, le terme désigne l'existence humaine avant la parole. Et cette existence humaine avant la parole, ça n'est pas n'importe laquelle. C'est l'existence humaine qui va parler. Vous voyez, il y a plusieurs façons de ne pas parler. Une pierre ne parle pas, mais un enfant n'est pas muet comme la pierre est muette, puisqu'il non seulement s'exprime en tant que vivant, mais en même temps, il parviendra à maîtriser le langage. Mais il y a un temps où ça n'est pas encore le cas, où les mots commencent à seulement s'accumuler sans qu'on puisse parvenir à les attraper, à les maîtriser. Et il me semble qu'un des éléments qu'il faut retenir pour commencer à construire l'esprit d'enfant, c'est cette dimension d'avant le langage, cette dimension de mutisme, cette dimension de difficulté, pas simplement d'user des mots, mais le fait même que les mots ne disent jamais la réalité. Je vous propose un petit exercice qui est dans le livre aussi, que je vais lire, qui s'intitule « Exercice d'observation » et qui veut dire, vous allez le comprendre tout de suite, avec un peu de drôlerie à sa manière, mais qu'il signifie que finalement nous n'arriverons jamais à dire les choses qui nous entourent. On peut les dénommer, mais on n'arrivera jamais à les décrire, à les agripper jusqu'au bout. Vous êtes là, immobile, les yeux fixes. Depuis plusieurs minutes déjà, vous regardez, sans un mot, sans un geste. Ce que vous fixez, par exemple, cette tablette de métal jaune juste en face de vous. En réalité, l'exemple n'a aucune importance. Imaginez donc que vous êtes dans un train, un périmé, un vieux, un d'autrefois, un de ceux dont on découvre en y entrant qu'ils roulent encore alors qu'on pensait qu'il n'y en avait plus des comme ça. Avec, entre les fauteuils, une tablette jaune, d'un jaune pisseux, incertain, indescriptible. Oui, indescriptible. C'est bien pour ça que vous restez là. Ce que vous faites, encore une fois, importe peu. C'est ce que vous ne faites pas qui compte. Vous savez que ce jaune-là, vous n'arriverez pas
à l'exprimer exactement. Jamais. Vous essaierez, ça va de soi. Vous tenterez de dire bouton d'or fané, miel trop clair dans une verveine trop foncée, poussin tôt vieilli, reflet de soleil délayé d'un soir d'automne déjà froid, cœur de marguerite sur leur tour, salamandre ménopausée, que sais-je. Je ne sais pas, justement. Et vous non plus. Donc, allez-y, continuez, poursuivez, efforcez-vous de le décrire, ce jaune, là, le vôtre, là maintenant, celui que vous avez sous les yeux, celui de ce bol, de cet œuf, sauf si vous êtes en Italie, parce que c'est le rouge de l'œuf pour les Italiens, le jaune de ce pull, de ce jouet, de ces pattes, de ce que vous voudrez. Et qu'importe le jaune. Prenez un bleu, un vert, un rouge, un rose, et tout ce que vous voudrez d'autre. Le timbre du hautbois, le goût de la fraise des bois, l'odeur du lilas, la texture d'une mousse de savon, le grain de peau de celui ou de celle que vous aimez. Chaque fois, vous devrez finalement rester comme ça, sans rien dire. Parce que c'est impossible de dire, si on veut dire exactement. Essayez avec une tisane, un alcool, un petit pan de mur jaune dans un tableau de Vermeer, l'effet sur votre bras d'un tissu synthétique, le bruit d'un ragondin sur la berge, l'odeur du cuir dans une vieille Bugatti. La liste, par définition, est infinie. Et l'échec, assuré. Vous n'aurez toujours que des approximations, des mots à côté de grosses cases qui ratent la nuance, le réel, la chose même, sa teinte juste, son exacte réalité. Ce n'est pas de votre faute. Le langage lui-même est ainsi. Voilà pourquoi vous êtes là, en silence. C'est aussi cela l'enfance, un monde sans parole. Alors, je vais ajouter, parce que cette critique... Allons-y voir la musique, j'avais oublié. Alors, ce que je veux ajouter, parce que cette critique de l'impuissance du langage à dire la réalité, elle est très connue, elle est très classique, on la trouve chez Nietzsche, chez beaucoup de philosophes. Mais il me semble que cette absence d'efficacité, cette forme d'impuissance, d'incapacité où nous sommes à dire avec exactitude. Si vous dites le ciel est bleu, vous n'avez évidemment rien dit. Il est bleu comment? Alors vous allez ajouter des descriptions, mais vous n'aurez évidemment jamais, dans votre description, si vous n'envoyez pas la photo, et qu'elle a une bonne... d'un point de vue photochromatique, il faut que la photo soit impeccable pour restituer. Vous n'aurez jamais la nuance exacte du monde à ce moment-là. Est-ce qu'on va se lamenter de cela? Pas du tout. Est-ce qu'on va penser que c'est triste? Pas du tout. Au contraire, et c'est ça qui m'intéresse, c'est que, au lieu de se taire, au lieu de dire, eh bien, je n'arriverai jamais à dire ce jaune, cette couleur, cette odeur, cette saveur, voilà, je n'y arriverai pas. Et c'est, eh bien, au lieu de baisser les bras, au contraire, on parle. Et on parle de plus en plus. On invente de plus en plus exactement de la poésie, de la littérature, des sciences, de la philosophie, pour essayer d'approcher ce réel, de manière asymptotique, comme disent les mathématiciens, c'est-à-dire vous vous en rapprocherez de plus en plus, peut-être, vous ne le toucherez jamais, vous ne l'attraperez jamais, vous ne direz jamais avec des mots la couleur exacte, mais si vous écrivez un grand poème pour dire un bleu particulier, ou si vous écrivez toute une série de, je ne sais pas, de métaphores, d'étincelles mentales, linguistiques, vous arriverez peut-être à évoquer mieux que par le simple mot de bleu ce que cela veut dire. Donc, je crois que ça, c'est un des ressorts majeurs de l'esprit d'enfance, le mutisme d'origine, l'incapacité à dire le monde sont en même temps les moteurs
de la parole, les moteurs de la manière même de parler. Et là, je crois qu'il faut insister, parce que c'est finalement la clé principale pour moi de l'esprit d'enfance, c'est ce que j'appelle des paradoxes féconds. Cette impuissance à parler se transforme, cette impuissance, cette incapacité à dire la réalité se transforme en moteur de notre parole et de notre expression. Eh bien, je crois que là, il y a une sorte d'énergie de la faiblesse, il y a une sorte de productivité de la limite, de l'incapacité, qui au contraire se déploie en de plus en plus de force. Alors, parmi ces paradoxes féconds, on pourrait dire ne pas savoir dire fait parler, c'est ce qu'on vient de voir. J'en ajouterai un autre. On pourrait dire que déraisonner fait raisonner. Alors c'est très curieux, ça. C'est pas très philosophiquement correct de dire cela, parce que ou bien il y a la raison, ou bien il y a la déraison. On est dehors ou on est dedans. Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Les enfants, ils déraisonnent largement. Vous connaissez le psychologue Piaget, qui avait mis au point des tests d'intelligence tout à fait simples et des tests, en quelque sorte, d'apprentissage de la logique par les enfants. Et quand vous regardez les résultats, quand on est adulte, ça fait peur. J'en citerai deux exemples. On dit à des petits, alors évidemment les réponses deviennent différentes suivant les tranches d'âge. Il y a 3 voitures, une blanche, une rouge, une bleue. Elles ne se dépassent jamais. Elles vont entrer toutes les 3 dans cet ordre-là, la blanche, la rouge, la bleue, dans un tunnel. Là, on ne les verra plus du tout. Laquelle va sortir la première ? Panique chez les petits. Comment on saurait ? Vous voyez, c'est-à-dire que pour nous, nous savons que s'il y a ces monovoies, qu'il n'y a pas de dépassement, qu'il n'y a pas d'imprévu, et qu'on a l'ordre d'entrée, le tunnel, on aura l'ordre de sortie. Enfin, la question ne se pose même pas pour la plupart des adultes, ou si elle se pose pour un adulte, là, il faut voir de près, hein, il faudra regarder. Mais alors que pour un 3 ans, par exemple, 3 ans et demi, 4 ans, je ne sais pas. Voilà, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas la continuité logique comme ça des choses. Et ça nous surprend beaucoup. C'est une autre planète mentale. Autre test mis au point par Piaget, celui de la continuité de la quantité de matière en fonction du volume. Dit comme ça a l'air d'un cours de physique. C'est, voilà une grosse boule de pâte à modeler. Le gosse, il comprend. On va la rouler. On va faire un très long, fin spaghetti avec la grosse boule. Il y a plus ou moins de pâte. Dans le grand spaghetti, il y a moins, puisque c'est plus la grosse boule. Vous voyez, ça c'est une logique imparable. On a une grosse boule, c'est plein de pâte. On a un petit... Alors qu'on l'a fait sous ses yeux. On a montré à l'enfant qu'on n'avait pas ôté de la pâte. Mais la forme est plus forte que la logique. Pour nous, la logique, c'est que la quantité de matière est constante et que si on n'en a pas perdu ou ôté, il y a évidemment la même chose, quelle que soit la forme. Pas du tout. Là, c'est l'aspect perceptif, immédiat, qui compte. Alors tout ça, on a l'impression que c'est une autre planète. Ma question, c'est est-ce que nous ne sommes pas encore aussi, par moments, tous sur cette planète-là ? Un peu, un peu. Je voudrais être sûr que quand vous vous cognez à une table la nuit parce que vous avez oublié où elle est, vous ne l'insultez pas ou vous n'imaginez pas qu'elle vous en veut ou des choses de ce genre. Vous voyez, nous avons tous, je pense, ces moments où, c'est ça, des symptômes de l'esprit d'enfance, si l'on veut, nous avons tous des moments où, finalement, les objets que nous savons, si nous réfléchissons, parfaitement inertes, avec des soumis aux lois de la physique, etc., nous apparaissent plus ou moins animés d'intentions, gentilles ou hostiles, etc. Et je pense, quand je dis la déraison fait raisonner, je pense que nous avons aussi
à l'intérieur de ces petits détraquements internes, des incitations à penser. Ça nous fait avancer, ça nous permet d'aller ailleurs. Alors je voudrais, pour continuer, parce que je ne vais pas prendre tous les paradoxes, il y en a plusieurs autres que j'explique dans le livre, me limiter à trois. Trois éléments, en dehors du mutisme qu'on vient de voir, et puis de déraisonner, raisonner, trois éléments qui tournent autour de la question du jeu, de l'émotion et de la première fois. Alors, bien sûr, le jeu et les enfants, ça a l'air très évident. Mais pour nous, le jeu et le sérieux sont deux choses différentes. Le jeu et la réalité, c'est très différent. Petit exercice, comme j'ai lu tout à l'heure, exercice d'observation, je vous lis exercice de détachement. Vous avez peur parce que c'est un moment crucial. En quelques heures, peut-être quelques instants seulement, vous allez jouer une partie essentielle de votre existence. Imaginez, il n'y a que l'embarras du choix. Un examen, une déclaration d'amour, un entretien d'embauche, une plaidoirie, une pièce de théâtre où vous jouez pour la première fois, une audience où vous êtes jugé. Point commun de ces situations, qui sont évidemment très différentes, ce que vous allez faire, dire, exposer au regard des autres, va engager votre sort pour un long moment. D'où le stress, l'appréhension, éventuellement l'angoisse. Il est toutefois possible, non pas de liquider comme par magie ces impressions, mais de les atténuer, de ruser avec leur effet. Constatez simplement que ce que vous allez faire est un jeu. Vous allez jouer au candidat, jouer à l'amoureux, jouer au postulant à un emploi, à l'avocat, au comédien, au prévenu. Ce qui vous paralyse, en fait, n'est rien d'autre qu'un jeu. Vous objectez déjà, ce n'est pas un jeu, c'est la réalité, car c'est pour de vrai, et c'est bien justement pour ça que j'ai peur. Ce n'est pourtant pas si simple. Cherchez donc où passe exactement cette frontière supposée évidente entre nous jouons et nous ne jouons pas. Vous aurez du mal à la repérer, car cette démarcation se déplace tout le temps. Elle ne départage jamais si nettement qu'on croit sérieux et pas sérieux, semblant et réalité, nature et convention. Voilà une situation encore où se tient l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance constitue un monde où le jeu est réel. Vous allez vous exercer à voir qu'en fait, cela ne s'arrête jamais. Alors le jeu et le sérieux, ça s'oppose comme ça tout le temps et partout, et je crois que c'est une fausse opposition. L'idée jeu du côté enfance, sérieux du côté adulte, ça ne marche pas vraiment. Parce que, et ça je crois que c'est vrai philosophiquement parlant, il n'y a rien de plus sérieux que le jeu. Le jeu, ce n'est pas simplement un amusement, c'est le fait de poser une règle. Même si c'est une règle des enfants, on dirait qu'on serait des pirates. Voilà, hop, on est parti pour être des pirates. Mais on dirait qu'on serait des ingénieurs, on dirait qu'on serait des avocats, on dirait qu'on serait des philosophes, on dirait qu'on serait des infirmières, on dirait qu'on serait des juges. C'est assez proche, malgré tout. Alors vous allez me dire, attendez, entre jouer au docteur et puis aller voir un médecin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je n'irai pas confier ma santé à quelqu'un qui joue simplement au docteur. Hein, et je vous conseille de ne pas le faire du tout. Simplement, là, ça a l'air une bonne opposition. Et pourtant, je ne confonds pas celui
qui se ferait passer pour un médecin avec celui qui a fait des études, qui a un diplôme, qui a de l'expérience et qui est estampillé bon pour être médecin. Non, je ne confonds pas. Sauf que pour devenir médecin, il a quand même joué à l'étudiant en médecine. Il y a joué pour de vrai, mais enfin, il est allé à des cours, il s'est mis dans cette posture de jouer le jeu, de travailler, de réussir, etc. Et donc, je crois que le fait de suivre des règles qui ne sont pas dans la réalité et qui définissent un jeu social, une partie, une manière de se comporter. Il y a des règles dans cette conférence. Je ne peux pas m'allonger par terre, par exemple. Je vous parle en français. Si je me mettais à parler en grec ancien, ce que je ne pourrais pas faire très longtemps, mais je peux faire un peu, ça ne serait pas jouer le jeu. Vous voyez, même si on ne les a pas explicités, même si on ne les a pas exhibés, il y a nécessairement des règles implicites qui nous mettent ensemble dans un certain jeu donné. Et je suis en train de jouer, d'une certaine manière, à vous raconter l'esprit d'enfance, comme vous jouez à l'écouter. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça, sans faire un cours de philosophie indienne, qui n'est pas l'objet de notre rencontre, mais il y a une grande dimension de la notion de jeu dans la pensée métaphysique indienne, où l'absolu joue avec le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce jeu de l'absolu, ça s'appelle lila. C'est joli pour nous parce qu'il y a c'est sans S, c'est L-I-L-A avec 2 flex. Lila, le jeu de l'absolu avec le monde, c'est quoi? C'est que pour la pensée indienne, l'absolu, Dieu si vous voulez, mais en tout cas c'est un peu configuré autrement, mais il n'a besoin de rien, puisqu'il est l'absolu. Il n'a rigoureusement aucun manque, il n'a rigoureusement aucun travail à faire, il n'a rigoureusement aucune action à mener. Alors que fait-il? Eh bien, il joue à créer le monde ou à le détruire, il joue avec nos existences, il joue à créer des mondes successifs. Le cosmos est une sorte de jeu de l'absolu, qui est un jeu gratuit, qui peut avoir sa logique interne, mais vous voyez, on sort là de la question simplement de l'enfance et des enfantillages, avec cette idée que le jeu, c'est d'une certaine manière l'activité suprême, l'activité divine, parce qu'elle est entièrement et totalement gratuite. L'esprit d'enfance a donc aussi cette dimension-là dans l'aspect du jeu. Mais jouer, ça n'est pas simplement se distraire, c'est pas simplement s'amuser, c'est le fait que c'est la vie elle-même qui serait comme un jeu qui n'est pas forcément juste, mais où on a en tout cas à la fois des règles à suivre, des émotions à traverser, et cette dimension, alors je passe du jeu à un autre élément paradoxal que je voulais évoquer sur l'esprit d'enfance, c'est le fait que on passe, quand on est enfant, d'une émotion à une autre. Vous avez tous vécu cela, mais vous avez tous aussi vu des enfants qui sont à la fois, quand ils sont désespérés, dans un désespoir absolu. L'idée qu'il y ait autre chose que ce qui les attriste, ça n'existe pas. Ils sont dans un univers, si c'est triste, c'est un univers de tristesse absolue. Et si c'est la gaieté, c'est un univers de gaieté absolue. Et surtout, alors, à la fois c'est absolu, c'est une immersion totale, et en même temps c'est une fluctuation constante. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de thermostat, et ils passent du rire aux larmes, et des larmes au rire, beaucoup plus vite que n'importe quel adulte. Parce que le thermostat de l'adulte, c'est justement le fait qu'il se souvient, quand il est triste, qu'il y a eu des moments heureux. On peut être déprimé, évidemment, mais il se souvient aussi, quand il est heureux, qu'il y a des moments
voyez, on a toujours cette relative distance qui nous fait nous souvenir de façon plus stable. Alors, je crois que c'est plutôt mieux de ce point de vue-là. Je ne fais pas du tout l'apologie de l'enfance qui serait mieux que l'adulte. Je crois que c'est mieux d'avoir un thermostat. C'est mieux de ne pas être dans une sorte de torrent de larmes, puis d'éclats de rire, d'une seconde à l'autre et en permanence, comme ça. Ça, c'est de la pathologie grave quand on est comme ça adulte. Simplement, le piège, si j'ose dire, de la vie adulte, c'est d'oublier la force que l'on peut trouver dans ces émotions. C'est d'oublier tout ce qu'on peut en sortir, en tirer. Vous savez comme moi que dans l'univers du travail, des études, dans tout ce qui est adulte et sérieux, l'émotivité, l'affectivité, c'est plutôt une affaire privée, c'est derrière. On oublie combien il y a, au contraire, une puissance dans ces émotions et la capacité aussi de passer de l'émotion à quelque chose de raisonnable. Vous voyez, je crois qu'il y a ce que j'ai choisi d'appeler dans un livre que j'ai fait avec Monique Atlan sur l'espoir, qui s'intitule « L'espoir a-t-il un avenir ?» J'ouvre une parenthèse de quelques secondes. On a intitulé l'espoir « Une émotion pensante ». Une émotion pensante, et il y en a d'autres, mais c'est que quand vous espérez quelque chose, à moins simplement d'être totalement passif, ce qui n'est pas un bon espoir, vous agissez, vous voulez obtenir tel ou tel résultat pour vous, pour vos enfants, ou pour un parti ou un pays, ou, bref, ce que vous voulez faire, vous œuvrez pour le faire, et du coup, vous commencez à y penser, vous calculez quels sont les risques, les chances de réussite, les obstacles à contourner, les tactiques à utiliser. Tout ça, c'est du raisonnement, c'est de la déduction. Et en même temps, vous avez en permanence la nécessité de rafraîchir, de revivifier ce désir qui vous fait avancer. Et les émotions pensantes, il n'y a pas seulement l'espoir, il y a la confiance, il y a l'audace, il y en a beaucoup d'autres où on est toujours en train à la fois de calculer et de désirer ou de s'émouvoir. Et l'on passe éventuellement, ça c'est un des traits de l'esprit d'enfance, de l'émotion, de la colère éventuellement, à la raison, à l'apprentissage. Ce que j'ai essayé d'illustrer, ou que j'ai un peu mieux compris à partir d'un souvenir personnel sur lequel j'ai fait un petit texte qui est dans ce livre, que je vais vous lire, le texte. Ce texte s'intitule « Kodak ». C'était un petit camion jaune, en miniature. Son fabricant, Dinky Toys, est demeuré célèbre chez les collectionneurs de vieux jouets, nostalgiques de petites voitures, amateurs d'antiquités récentes. Il représentait un camion de livraison de Kodak, autre marque disparue, qui a dominé le monde de la photographie en couleur à l'époque des pellicules et des appareils jetables. Que ce petit jouet soit lié à deux marques disparues indique que mon enfance est lointaine. Mes jeux et jouets appartiennent à une époque évanouie, bref, je suis vieux. Mais la leçon de ce jouet, elle, ne me semble pas avoir vieilli. Elle est aussi durable que s'il s'agissait d'un petit char sumérien et que mon enfance se fût déroulée il y a quelques millénaires, ce qui, soit dit en passant, n'est peut-être pas totalement faux. Ce camion Kodak jaune avait une remorque surmontée d'une bâche rebelle. Celle-ci a fini par symboliser pour moi la résistance du monde. Elle est devenue la marque de mon impuissance face à des difficultés insurmontables. Il faut dire que ce n'était pas une bâche à proprement parler, mais une sorte de couvercle, une pièce de métal en forme de U inversée. Il fallait l'enclencher sur la remorque pour que le camion fasse ses livraisons en arborant le logo de Kodak, lettres rouges et noires sur fond jaune. Je le connaissais par cœur, ce logo, parce qu'il y avait le même sur les boîtes de films de mon père. Le défi de ce jouet, défi que je n'arrivais
pas du tout à relever était précisément la fixation de ce toit. Il fallait tenir la pièce en métal, la pincer assez fort pour qu'elle se positionne dans les côtés de la remorque, relâcher la pression pour qu'elle s'enclenche exactement dans les rainures prévues. Pour mes jeunes mains, cette série d'opérations combinant force et précision présentait des difficultés insurmontables. J'essayais 1, 2, 3, 10 fois et plus, sans résultat aucun. La bâche se mettait de travers, ou elle s'enclenchait que d'un côté, ou bien mal posée, elle tenait en place quelques secondes et s'éjectait du camion au premier tour de roue. Ce qui me mettait dans une rage immense, furieuse, inextinguible. Les adultes y arrivaient très bien. Ils prenaient le bout de métal jaune, le pressaient, l'ajustaient facilement et tout restait bien accroché. Avec moi, ça ne marchait jamais. Je m'appliquais, je m'efforçais, je m'agrippais, c'était impossible, irréalisable. Je me sentais à la fois démuni, désespéré, humilié et enragé. J'ai fini par tout fracasser. Ma mère a retrouvé le camion au milieu de quelques cadavres de vaches en plastique et de moutons démembrés. Le véhicule avait tenu, la bâche infernale était partie de l'autre côté de la pièce. Elle a dû me demander ce qui s'était passé. J'ai dû lui dire ma détresse et la fourberie de Kodak. En tout cas, elle a résolu de me montrer comment faire. « Tu vas y arriver ». Ce fut la phrase magique. Elle me l'a répétée des dizaines de fois, pendant qu'elle m'expliquait où appuyer, comment, de quelle manière tenir le camion, où mettre mes doigts, dans quel ordre procéder. C'était difficile. Je ratais 1000 fois encore, mais je n'abandonnais plus. Tu vas y arriver. Je ne saurais dire combien dura cet apprentissage. Quelques jours me semble peu. Quelques mois exagérément longs. Le plus vraisemblable est que l'affaire du camion m'occupa quelques semaines. Je ne peux dire combien. Mais je sais que j'ai appris là ce qu'est apprendre. Endurer des tentatives, des répétitions, des tâtonnements, des échecs, faire confiance à la pratique. J'ai découvert ainsi la durée et l'ascèse, ce nom savant de l'exercice. Le jour où j'ai pu, seul, sans trop d'efforts, mettre, enlever, puis remettre la bâche du petit camion jaune, j'ai éprouvé une incommensurable fierté. Longtemps, durant les années qui ont suivi, quand je me faisais une montagne des nouveautés qui m'attendaient, apprendre à lire, par exemple, ou commencer à nager, il suffisait à ma mère de dire « c'est comme le camion Kodak ». Une leçon que je n'ai pas oubliée, la preuve. Alors, je crois qu'on peut en tirer comme conséquence que dans l'esprit d'enfance, il y a aussi du commencement, du recommencement, de la répétition constante. Répétition n'étant peut-être pas le mot qui convient, vous allez voir tout de suite. Je crois que dans la réalité des enfants, et on va voir ce qu'on en fait dans l'esprit d'enfance, mais dans la réalité des enfants, il y a apparemment un amour de la répétition. Vous savez tous, que vous ayez des enfants ou non, vous avez tous vu ça. Ils aiment les mêmes histoires, ils aiment les mêmes gâteaux, les mêmes endroits. Il faut que les choses reviennent. Ça les rassure beaucoup. Et puis, un gosse qui rit quand on lui fait une grimace, vous lui faites 52 fois de suite, à la 52e, il rit toujours. Aucun adulte, ou alors il est fou, aucun adulte ne fait ça. Vous voyez, c'est-à-dire que notre capacité, évidemment, à rire de ce qui nous a fait rire s'émousse avec le temps. Une fois, ça, 2 fois, 3 fois, ça ne fait plus rire du tout. 4, c'est l'ennui.
Parce que je crois qu'il faut à ce moment-là essayer de distinguer deux choses qui sont très différentes. Même si les mots, il faut pour une fois des termes un peu abstraits, c'est la différence entre une répétition et une réitération. Pour nous, la répétition, qui fait revenir quelque chose à l'identique, émousse très vite, estompe l'effet de la première fois. Il me semble que chez les enfants, et si on veut le transposer dans l'esprit d'enfance, ce qui revient, c'est toujours la première fois. C'est-à-dire qu'il y a une réitération, qui n'est pas simplement la répétition, où ça recommence. Non, ça revient au point d'origine et ça se reproduit comme si c'était la première fois. Sinon, il ne pourrait pas rire 52 fois. C'est 52 premières fois. Ce n'est pas une répétition, c'est vous voyez, une espèce de recréation, de ressurgissement. Et évidemment, c'est quelque chose que, généralement, nous ne savons plus faire. C'est quelque chose que nous avons perdu, parce que cet éclat de la première fois, il est généralement très vite terni par le fait que nous connaissons, ça ne nous surprend plus. Eh bien, ma proposition, et ce n'est pas simplement la mienne, c'est celle de beaucoup de doctrines de sagesse aussi, c'est qu'il faudrait essayer, au moins essayer, je ne dis pas qu'on y parviendra, mais avancer vers le fait de revivre des premières fois, toujours. Imaginez, si vous faisiez l'amour avec celui ou celle que vous aimez, toujours comme si c'était la première fois. Ou même plus simplement, imaginez que le vin qui est votre vin préféré, vous le goûtiez comme si c'était toujours la première fois. Autrement dit, comme si nous parvenions en quelque sorte à redécouvrir le monde à chaque instant, comme si nous parvenions, alors pour user d'un terme d'informatique, à rafraîchir, comme on rafraîchit un écran, vous savez, ou comme on rafraîchit une information, comme si vous parveniez à réinitialiser en quelque sorte votre sensibilité. Vous pouvez vous dire, voilà, je respire depuis des années, et si je respirais pour la première fois, comment ce serait ? Voilà, c'est des cas limites, évidemment, je ne dis pas que nous y parvenons, mais je crois que finalement, cet étonnement de la philosophie dont je parlais au début, il est là aussi. Il est là aussi parce que pour commencer à s'étonner, pour commencer à regarder les choses, il faut les voir comme si elles étaient vues pour la première fois. C'est un philosophe français du XXe siècle, Vladimir Jankélévitch, qui disait « Philosopher revient à considérer le monde comme si rien n'allait de soi ». Alors, autant que j'étais prof de philo en terminale il y a bien longtemps, je conseillais à mes élèves de ne pas faire ça dans un escalier. Il ne faut pas s'imaginer quand on descend des marches qu'elles vont de soi. Qu'elles ne vont, voilà, il faut au contraire un peu attentif. Mais regarder comme si rien n'allait de soi, c'est regarder pour la première fois. Et c'est pourquoi il faut aussi, pour les voir pour la première fois, les choses, casser plus ou moins les routines, défaire les automatismes, les mécanismes. Vous parlez au début du fait que j'ai fait un certain nombre de livres autour des expériences philosophiques. Eh bien, j'en ai proposé quelques-unes dans différents livres, où il s'agit toujours non pas de faire de la philosophie, mais de faire quelque chose d'un peu insolite. Par exemple, il y en a une qui consiste tout simplement à prendre son repas à l'envers. Vous ne faites pas de la philosophie si vous commencez par le café, puis vous continuez par un dessert, et puis vous terminez par, je sais pas, des sardines, enfin, ce que vous voulez. Simplement, vous vous apercevez qu'il y a un ordre que généralement vous n'interrogez pas, qui vous paraît absolument, entre guillemets, naturel alors qu'il ne l'est pas du tout, qui fait commencer par du salé ou par un apéritif et terminer par du sucré et du café. Pourquoi cet ordre-là ? À partir du fait qu'on veut le perturber un peu ou qu'on réfléchit même simplement à sa
son étrangeté, on peut peut-être regarder comme pour la première fois et voir les choses assez différemment. Alors, il y a une autre question que, pour finir, je veux aborder, et qui était dans le titre de cette conférence de ce soir, c'est pourquoi le pratiquer? Tout ça, à quoi bon? Est-ce que c'est juste pour voyager comme ça dans l'imaginaire et dans la pensée? Est-ce que c'est pour vivre dans les paradoxes, se dire qu'il y a du silence qui habite les mots, se dire qu'il y a peut-être un peu de bêtise dans l'intelligence ou de déraison dans la raison, d'ignorance dans le savoir, de toutes ces choses-là qui ont l'air simplement amusantes? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il faille y penser dans ces termes-là. Je crois qu'il faut prendre l'esprit d'enfance, j'allais dire au sérieux, ce qui est paradoxal, mais qu'il faut essayer de le cultiver, mais pas du tout, j'insiste sur ce point-là, pas du tout comme un refuge. Il ne s'agit pas de se dire « oh, le monde est trop sérieux, menaçant, ennuyeux, parfois grave ». Alors, décrochons et puis allons habiter ailleurs. De temps en temps, je pense à la question à la chanson de Stéphane Echer, « Déjeuner en paix ». Voilà, on a le droit de fermer la radio et de vouloir simplement un temps de calme ou de distraction ou de folie ou de jeu. Bien sûr, mais ce n'est pas ça. Je ne crois pas que l'esprit d'enfance soit habitable. Je ne crois pas non plus qu'il faille quitter l'esprit d'adulte pour aller, encore une fois, s'y réfugier. L'important ou l'intéressant, c'est plutôt de passer constamment de l'un à l'autre. J'ai fait, on vous le rappelait aussi en introduction, j'ai fait récemment un livre qui s'intitule « Comment marchent les philosophes ». Je ne suis pas là pour en parler ce soir, mais comment marchent les philosophes? Évidemment, ils marchent comme tous les êtres humains. Mais ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est non seulement de faire des récits de philosophes en marche, les promenades de Nietzsche, la promenade de Kant, etc., puis voir les rapports que ça a avec leurs pensées. Mais ça, c'est une parenthèse que je clos. Ce qui m'a intéressé principalement, et c'est pourquoi je suis en train d'en parler, c'est que notre marche humaine, c'est quoi? Si vous regardez comment on marche, c'est de commencer un déséquilibre. Et si je reste là, je ne marche pas. Il faut que je recommence ce déséquilibre et que j'entretienne. C'est un début, on a oublié ça, c'est un début de chute. On marche en commençant à se faire tomber. Et on se fait tomber, on se rattrape, on se refait tomber, et ainsi de suite. Et on avance en ne cessant de se déséquilibrer. Ce que nous avons oublié, parce que, évidemment, nous maîtrisons ce déséquilibre, il est automatisé dans nos gens. Mais les enfants, ils ont beaucoup de mal à apprendre à marcher, parce qu'il faut apprendre à tomber et se rattraper, tout en ne tombant pas vraiment, et en se rattrapant, et en recommençant. Eh bien, je me suis dit que la philosophie, c'est la même chose. Mutatis mutandis, c'est la même chose transposée. Nous avons des certitudes, des évidences, des vérités. On va commencer à les déséquilibrer. On va commencer à se faire tomber. Et ça fait des fois pas peur. Et puis, on se rattrape, on a une solution de rattrapage, et on va la mettre en cause aussi, et on avance dans la pensée par des déséquilibres successifs, permanents, comme on avance avec notre corps en se déséquilibrant tout le temps. Du coup, il faut passer de l'esprit d'adulte à l'esprit d'enfance, avec, j'ai envie de dire, pied gauche, si vous choisissez le pied que vous voulez, pied gauche dans l'enfance, pied droit dans la vie d'adulte, et c'est en se déséquilibrant constamment que l'on avance et que l'on peut marcher. Donc l'idée, c'est de vivre plutôt une constante rupture d'équilibre plutôt qu'une stabilité. L'esprit d'enfance, ce n'est pas un refuge, c'est plutôt, au contraire, une ressource. Vous voyez, quelque chose qui doit nous aider à créer, nous aider à décider, nous aider éventuellement
à juger, à nous amuser, mais qui veut, comment dire, essayer de desserrer voilà, tous les contraintes, les étaux de la vie adulte. Pas du tout pour, encore une fois, s'évader, pas pour dire, voilà, c'est trop serré, alors hop, je ferme la porte, mais j'y reste, j'y suis, je travaille, mais en même temps, j'ai à l'intérieur de mon sérieux une sorte de distance, de ressources. Alors, en même temps, c'est toujours inachevé. C'est toujours uniquement des esquisses. Je crois que dans l'esprit d'enfance, il y a l'idée d'un inachèvement permanent, qui est aussi l'inachèvement permanent de la création. Vous savez, n'importe quel créateur, que ce soit dans le domaine de l'art, de la science, de la philosophie, le jour où il se copie lui-même, le jour où il cesse d'être dans une attitude de première fois, il est fini, ou tout simplement il a fini de créer, quoi. Il ne fait que les choses que ressasser. Et pour ne pas ressasser trop longtemps, et pour vous montrer qu'il y a de l'inachèvement partout, je vous lis un dernier texte, qui est le dernier du livre, comme l'histoire du sulfure, c'était le premier. Celui-ci, c'est le dernier. Et c'est un texte, c'est le dernier du livre, dernier de notre rencontre, mais vous verrez, il montre que ça n'est jamais achevé et que finalement, la pensée, c'est ce que je crois profondément, la philosophie et probablement, je vais y arriver, excusez-moi, la vie, c'est du bricolage, au bon sens du terme, c'est-à-dire c'est pas une science des choses, mais c'est l'invention en permanence, par tâtonnement, et on fabrique la route en avançant. Ce petit texte, il s'intitule Picto. Picto, vous savez, les pictogrammes, c'est des petits dessins. Il y en a à l'entrée des toilettes, avec un handicapé sur sa chaise, enfin c'est ça, un picto. Du sel, un nuage de petits points. Du poivre, comment faire? Un autre nuage, mais de points plus noirs, un peu plus gros pour ne pas confondre. Il fallait que je dessine aussi, comme je pouvais, à toute vitesse, des casseroles de différentes tailles, des cuillères petites et grandes, des poissons ou des légumes, un pot de crème ou encore du beurre. Je n'avais pas 5 ans, j'étais fou de cuisine et je ne savais pas écrire. J'avais donc inventé cette mission impossible, noter pour ma mère, avec des dessins, les recettes de Raymond Olivère à la télévision. L'écran était petit, noir et blanc, avec des bords arrondis, mais le chef était gentil, chaleureux, haut en couleur, et j'aimais bien Catherine Langeais. Moins que Martine Carole, mais quand même. Noter une recette un peu longue, sans savoir écrire, n'est pas simple du tout. Avec le sel, le poivre, les ingrédients, les ustensiles, ça peut encore aller. Mais dessiner, on va laisser le turbo dans l'eau frémissante un quart d'heure, est déjà plus difficile. Sans parler d'opérations délicates, comme peler les oignons sous l'eau froide, les couper fins et les faire suer à la cocotte. Ou bien ôter le couvercle au bout de 5 minutes. Je suais sang et eau. Au bout de 5 minutes, à force de ruser pour inventer quantité de signes, de rébus, de pictogrammes insolites. Je créais des kyrielles de hiéroglyphes express, qu'il fallait surtout que je puisse retraduire oralement avant d'en avoir oublié la signification. Car ces écritures sauvages n'avaient qu'un but, pouvoir raconter la recette à ma mère. Sans l'aide de ces notes, je ne pouvais pas tout mémoriser. Mais sans une lecture rapide de mes graffitis, je ne retrouvais plus leur sens. J'étais donc dans une situation instable et précaire, pris entre la peur de rater un élément de la recette, le souci de ne pas arriver à symboliser tous les ingrédients, gestes et instructions, et l'inquiétude de ne pas parvenir à déchiffrer les signes que j'inventais. Cette écriture avait pour moteur la gourmandise, l'amour des fourneaux, l'inextinguible désir de saveurs innombrables.
Les traces qui restaient étaient des petits dessins approximatifs, incertains, inventés à chaud. La lecture demeurait aléatoire, jamais assurée que les signes tracés puissent restituer ce qui se passait dans la cuisine. C'était il y a très longtemps. J'ai rédigé depuis des milliers de pages. Malgré tout, quand j'y pense, je ne vois pas ce qui a changé. Voilà, je pense que vous avez saisi qu'il ne s'agit toujours que d'esquisses, que de bricolage, que de petits hiéroglyphes qu'on fabrique comme on peut, qu'on essaye ensuite de déchiffrer. Et je voulais vous remercier pour votre attention, remercier les techniciens pour la musique. C'est une musique d'Omer Klein. C'est un pianiste de jazz que j'aime beaucoup, que vous avez entendu, Omer, O-M-E-R, Klein comme K-L-E-I-N. Vous pouvez aller sur son site et écouter directement sur Internet un certain nombre de ces morceaux. Celui-ci est d'un album qui s'intitule L'Innommé, The Unnamed, le sans nom, ce qui, après tout, n'est pas tout à fait un hasard. Je regrette que les contraintes de la salle et de l'horaire ne nous permettent pas de dialoguer, mais puisque je crois qu'on aura quelques minutes dans la salle à côté, si vous avez des questions ou des remarques, c'est bien volontiers que j'en parlerai avec vous, et je vous remercie.